Je suis actuellement donc en détachement au CMP de Dammartin en Goële et sur le point de rejoindre l'association Artémis dans l'accompagnement de jeunes majeurs radicalisés ou en voie de l'être. Je suis également doctorante sur le thème donc, de processus adolescent et radicalisation féminine entre pulsion de mort et idéal du moi, une quête du féminin en terre étrangère, sous la direction du professeur François Pommier à Nanterre Université. C'est dans le cadre de notre travail de psychologue clinicienne au sein de la PJJ qu'un questionnement nous est apparu autour du devenir femme à l'adolescence pour des jeunes filles dites radicalisées. Le parcours de 2 adolescentes radicalisées, Imen et Hayat, a contribué à alimenter notre réflexion clinique. Comment être femme au moment de l'adolescence pour ces jeunes filles issues de l'immigration maghrébine, dans une société occidentale où les valeurs traditionnelles, celles des parents, s'entrechoquent avec celles de la terre d'accueil. À quelle figure du féminin s'identifier? À quel signe du féminin s'accrocher? Voici les questions que j'ai été amenée à me poser et que je me pose aujourd'hui avec vous, à partir de ces 2 cas cliniques. Imen a tenté de rejoindre la Syrie à plusieurs reprises, en discutant avec différents hommes passeurs, que j'appelle moi, ces hommes passeurs qui sont les futurs époux, et en passant par différentes organisations d'hommes et de femmes. Elle est la fille unique d'une fratrie de 3 enfants dont elle est la cadette. Hayat, elle, est restée en contact avec un homme en Syrie, connu de l'organisation Daesh, pendant 3 ans environ, acceptant d'être sa seconde épouse. Elle est la 3e fille d'une fratrie de 4 et elle vit seule avec ses parents et son petit frère. Sa sœur et son frère aîné étant mariés. Ma rencontre avec Imen, 17 ans. Imen est enfouie dans un long drapé, ne laissant entrevoir qu'un triangle blanc, contrastant avec le sombre et la profondeur de ses yeux, interrogateurs et séducteurs, eux-mêmes rappelant le noir de son vêtement. Je me sens mieux comme ça. Si je mets autre chose, je me sens nue, confiera Imen au cours de nos premiers entretiens et à l'évocation de son habillement. Dans cette nudité convoquée, sonne le bruit sourd d'une disparition, d'un vide à combler. Comment apparaître au monde, à ces autres qui me regardent? Ou alors, comment faire pour qu'ils me voient, me reconnaissent? Dans ce discours transparaît la volonté d'atteindre un idéal de pureté, en se laissant envahir par le récit fantasmatique d'un idéal qui serait recherché dans un ailleurs. J'ai toujours voulu partir de la France. Je ne me vois pas vivre ici plus tard. En France, je ne peux pas pratiquer ma religion comme je le souhaite. Exprimera-t-elle en parlant de l'origine de son désir de rejoindre la Syrie et faisant allusion à sa volonté de porter le niqab. En prise avec des questionnements autour du devenir femme et de la féminité, Imen cherche inlassablement une place dans cette société dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Elle aborde, pleine d'émotion, sa première rencontre avec l'islam, au sein d'une petite mosquée proche de chez elle, elle qui est issue d'une famille de tradition musulmane non pratiquante à l'époque. Solidarité, gentillesse, sincérité sont les signifiants qu'elle évoque pour souligner son sentiment de trouver une famille bienveillante. C'est à ce moment qu'Imen développe de fortes relations d'amitié virtuelle avec de jeunes femmes qu'elle appelle mes sœurs. Elle est séduite par ce groupe de sœurs, auquel elle s'identifie vestimentairement, portant le djilbab, et idéologiquement, et qui devient pour elle un groupe d'appartenance, qu'elle hisse au rang de famille, au moment où elle commence à découvrir son corps de femme en devenir. Avant, j'aimais trop le maquillage. Je ne pouvais pas sortir sans me maquiller, et je portais des pantalons très moulants, confie-t-elle. On peut entendre dans cet engouffrement dans les réseaux sociaux le début d'un processus de disparition du monde réel, pour investir un monde fantasmé et idéalisé dans un ailleurs où les contraintes sociales n'existeraient plus, contraintes du monde occidental. D'ailleurs, Imen ne sort que pour aller au lycée et à ses rendez-vous judiciaires. Je ne sors que pour aller au lycée, et je n'aime pas sortir le soir, me dit-elle un jour, suite à la proposition faite par le service de participer à une sortie au cinéma. Un réel fossé se creuse entre son monde interne et le monde extérieur, laissant apparaître une forme de clivage. Un parallèle est à établir autour de la création d'une nouvelle filiation entre adolescentes, face à une annulation de la place des parents, dans un désir de renaître loin d'eux, en posant son être comme unique parent.
Pierre Bengonzi évoque l'autorité idéologique affiliative du groupe communautaire qui se substitue à l'autorité parentale filiative. Je viens de citer. C'est une réelle entrée dans une nouvelle famille à laquelle Imen s'affilie. D'ailleurs, le changement de prénom est criant de sens. Elle, le groupe de sœurs, efface les traces de leur filiation à travers le prénom et surtout le nom de famille qui disparaissent au profit de celui de mère d'eux, auquel elles accolent le prénom qu'elles aimeraient donner à leur futur enfant. Elles rompt aussi, avec la tradition arabo-islamique, où dans les textes religieux et culturels, les femmes portent toujours le nom de leur père, même quand elles sont mariées. L'appellation bint, fille d'eux, est suivie du nom du père, soulignant l'importance de la filiation à la lignée paternelle. Elles réapparaissent au monde par ce signifiant qui est aussi la racine du mot umma, communauté. Dans le discours d'Imen, on retrouve le besoin d'être enveloppée et portée par cette umma de sœurs, idéalisée comme bienveillante et maternante du côté d'une bonne mère. Janine Chasguet-Smirgel nous dit que le groupe serait comme la réalisation d'un désir. Elle rajoute que l'illusion groupale consiste à la réalisation du groupe du désir de guérir de ses blessures narcissiques et de s'identifier au bon saint ou à la mère toute-puissante dans son livre sur l'idéal du moi. La figure de l'homme passeur occupe également une place très importante dans ce passage à l'autre monde idéalisé, à travers la promesse de mariage. Il est le point d'accroche et la clé vers cet autre monde fantasmé, lui offrant un nouveau statut de femme mariée et de future mère, dans un nouveau pays, loin des objets parentaux. Les relations d'Imen avec différents hommes qui se tissent autour de discussions virtuelles laissent la porte ouverte à tous les fantasmes et jeux de séduction narcissiques, alimentant une quête d'amour et de reconnaissance. Oui, c'est vrai. J'ai discuté avec beaucoup d'hommes, dira-t-elle, gênée par la confusion qu'elle amène dans son discours. Ces hommes passeurs les lisent à une place d'exception, laissant entrevoir ses fragilités narcissiques. À ce propos, elle dit, de l'un d'eux, quand elle découvre qu'elle n'est pas la seule à qui il a promis le mariage. Il m'a manipulée. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Qu'est-ce qu'il me disait, que ce qu'il me disait était vrai. J'ai beaucoup pleuré. La déception de ne pas être à cette place de femme unique la plonge dans une profonde désolation et dans un sentiment de perte et de valeur narcissique, allant jusqu'à renoncer temporairement à rejoindre la Syrie avant de rencontrer un autre homme passeur. Au cours de nos entretiens, Imen invoque avec force une femme mystique, poétesse et immense figure du soufisme, Rabia al-Adawiya. Fascinée par cette femme au-dessus des hommes et hissée au rang des anges, Imen me raconte avec jouissance l'histoire de cette femme grandiose qui prie matin et soir, jeûne, et se refuse au plaisir charnel. Son seul bien-aimé est Dieu, me dit-elle, soulignant sa rupture avec le monde des hommes et avec la sexualité. Elle ajoute qu'elle n'avait pas peur de mourir, car la mort est la délivrance de ce bas monde et permet la rencontre avec le seul digne d'être aimé, Dieu. C'est à travers ces récits et ces lectures de femmes fortes et pures qu'Imen alimente une volonté de laisser une trace, elle aussi, dans ce monde où elle peine à trouver une inscription. Elle laisse entrevoir l'image fantasmée d'une position féminine d'exception et de perfection à atteindre à travers la souffrance et l'endurance. Imen tente une dernière fois de rejoindre la Syrie, ce pays rempli de promesses et de doux rêves, mais c'est entre les murs de la prison française que sa fuite se termine. C'est à ce moment que j'aperçois une jeune adolescente qui tente de se fondre avec l'image d'une femme martyre, qui accepte son destin avec patience et endurance et en ne laissant échapper aucune émotion. Nous entendons à cet endroit le besoin inconscient d'apaiser une culpabilité profonde, en acceptant et en allant chercher la punition. Seul le châtiment peut venir soulager une faute qu'elle jugerait comme impardonnable. De quelle faute s'agit-il ? Qu'est-ce qu'Imen cherche à fuir ? De quoi cherche-t-elle à se purifier ? Plusieurs hypothèses ont été évoquées autour d'un trauma sexuel ou réel ou fantasmé. On apprendra plus tard qu'Imen aurait flirté avec un ami de son père lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle aurait vécu une séduction de la part d'un ami de son grand frère. J'aimerais vous parler un petit peu de sa relation avec sa mère. C'est une relation ambivalente et teintée d'emprise qui émane du lien mère-fille où une réelle confusion des rôles et des places apparaît. Imen se pose en tant que mère pour elle et pour sa propre mère, soulignant en creux une impasse sans s'inscrire dans la filiation. La différence des générations est mise à mal, laissant percevoir des limites fragiles et friables entre mère et fille dans une forme de gémellité, de relation en miroir.
Imen s'impose en tant qu'égale de la mère face à un père déchu de sa fonction paternelle, rejetant sa parole et sa loi au profit d'une loi toute puissante, au-dessus de tous. Après avoir été longtemps la petite princesse de ce père qu'elle rendait si fière avant sa puberté, elle refuse catégoriquement de lui adresser un mot, une parole, un regard. Seuls des reproches émanent. Imen en veut profondément à ce père qui a manqué, qui n'a pas su la protéger. Elle dit en colère « Je ne savais pas prier, je ne savais rien. Et mon père ne m'a jamais rien appris. C'est grave. » C'est le groupe de sœurs qui va pallier illusoirement à tous ces manques. Nous sommes face à une jeune adolescente intelligente et fine dans son élaboration, cherchant à faire des liens et laissant percevoir une quête de sens indéniable. Mais cette quête est poussée à l'extrême, vidée de son sens symbolique. La soumission à un ordre symbolique qui passe nécessairement par l'épreuve de castration, en tant qu'elle nous introduit dans le monde du langage et de la loi, semble faire défaut à Imen. Alors, ici, quelques mots sur le lien qu'elle avait avec le service judiciaire. Alors, Imen peine à tisser des liens de confiance durables et fiables avec le service judiciaire qu'elle tente d'exclure à l'image du père. Elle nous apparaît constamment en représentation, tentant de jouer le rôle le plus juste face aux attentes supposées de son interlocuteur. Ainsi, elle alternera entre une position passive, de victime, et une position plus active, d'instigatrice, laissant percevoir à de brefs moments une détresse et une dépression la rendant plus authentique. Imen est à la limite de ce monde, à la bordure entre l'Occident et l'Orient, entre la croyance, la mécréance, entre la vie et la mort, entre le dedans et le dehors, cherchant inlassablement un bord, un rivage, pour la contenir et l'apaiser. La loi symbolique de notre société ne fait pas sens pour elle, préférant une loi plus forte et plus puissante, bien au-dessus de celle des hommes, celle d'un Dieu tout-puissant. De quoi se protège Imen à travers cette transcendance qui l'empêche de s'inscrire parmi les hommes. Alors, ma rencontre avec Hayat, 15 ans. Hayat est âgée de 15 ans lorsque je la reçois, mais c'est à 13 ans qu'elle rentre en contact avec un homme de Daesh. Derrière ses longs cheveux bouclés et ses rondeurs enfantines, Hayat, d'une petite voix à peine audible et teintée d'une légère naïveté, tente de se raconter en soulignant en creux son manque à être au monde. Que me dit cette petite fille en souffrance du haut de son adolescence ? Face à un contexte familial empreint d'une dimension mortifère, avec un père malade et le décès de la grand-mère maternelle, où l'angoisse de mort rôde telle une menace pour chacun de ses membres, Hayat cherche à trouver à l'extérieur, dans un élan de vie avorté, un amour idéalisé. Cet amour se construit et se nourrit de différents signifiants. Beaux yeux bleus, gentil, prince charmant et mariage. Quel sens prennent ces signifiants pour cette jeune adolescente de 13 ans qui rencontre en réalité un prince au service de la terreur? Hayat construit progressivement, au fil de ses échanges virtuels, une image idéalisée de cet homme passeur et une image fantasmée de sa rencontre avec l'autre sexe. Dans sa bulle pleine de rêves, ses yeux bleus définissent pour elle la beauté, la reconnaissance, celle de l'homme blanc. Citons à cet égard Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, où il parle de Mayotte, une Antillaise qui aime un homme blanc. Je le cite. « Et quand se posant la question de savoir s'il est beau ou laid, l'amoureuse dira « Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l'aimais. » On entend ici comment ces signifiants vont conditionner le sentiment amoureux. Ce beau jeune homme converti à un islam radical apparaît miraculeusement dans la vie morose de Hayat, tel un prince charmant, salvateur, au moment de son entrée dans le pubertaire. Il découvre une jeune adolescente enfermée dans une profonde solitude qu'elle vit à la maison et au collège. Chez elle, Hayat est face à des parents absents psychiquement avec un père malade, alternant entre la maison et l'hôpital, entre la vie et la mort, et une mère endeuillée et suspendue entre la France et son pays d'origine depuis le décès de sa propre mère. Au collège, elle fait l'objet de moqueries et de rumeurs sexuelles incessantes lorsqu'elle s'intéresse à des garçons plus âgés qu'elle. Ainsi, Hayat cherche le regard bienveillant d'un homme pour se sentir aimée et pour se sentir exister dans sa féminité en devenir. Cet homme passeur vient apporter un espoir dans cette quête d'une légitimation de la féminité, celle qui n'est pas venue du père. Je cite Laurent Hassoun dans « Qu'est-ce que veut une adolescente ?» Hayat se crée un monde à elle, une petite bulle qu'elle partage secrètement avec ce jeune homme idéalisé, avec qui elle échange durant des mois, des années,
et qui parvient à la convaincre de le rejoindre en Syrie malgré la guerre et la présence d'une autre épouse à ses côtés. Cette proposition est vécue comme une libération et une bouffée d'oxygène pour Hayat, qui commence à suffoquer dans sa vie pleine de mélancolie, cherchant à fuir inconsciemment la menace d'une dépression latente. Rejetée durant toutes ces années par ses camarades au collège, qui la désignent comme une fille facile, Hayat, en réponse, se voile et nourrit un désir ardent de devenir une épouse et une femme pure. Ainsi, elle rêve à une nouvelle vie idéalisée dans un ailleurs et clivée de sa part mortifère. « Je ne savais pas ce qu'il se passait en Syrie », me dit-elle un jour en racontant sa garde à vue. La mort soudaine de cet homme djihadiste qu'elle apprend par le coup de fil de son épouse la sidère et la libère à la fois de son engagement. S'ensuit l'intrusion des forces de l'ordre qui la sortent brusquement de son rêve à moitié éveillé pour la plonger dans la réalité judiciaire. Association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Voici maintenant les nouveaux signifiants qui tombent avec fracas sur Hayat pour la désigner, la nommer à une place où elle ne se reconnaît pas. Cette mort soudaine et cette interruption judiciaire sont vécues comme une réelle effraction au sens d'un débordement psychique où Hayat est rattrapée par son angoisse de mort. En effet, ces deux effractions résonnent violemment avec celles vécues au sein de sa famille et celles de ses camarades dans son intimité en diffusant des photos d'elle dénudée. Hayat a pleinement investi le service judiciaire, ne manquant aucun de ses rendez-vous et acceptant de se raconter librement. Elle nous est apparue comme un oiseau fragile, tombé du nid, désorienté, cherchant quelle direction prendre. Pour conclure, nous pouvons entendre dans le parcours de ces deux adolescentes des points de divergence et des points de rencontre, rappelant le caractère singulier de ces suivis. L'investissement de l'une n'est pas celui de l'autre. En effet, Imen, dans une démarche d'affiliation à un nouveau groupe d'appartenance auquel elle s'identifie et sur lequel elle projette tous ses désirs inconscients d'atteindre une vérité et un monde idéal. D'ailleurs, elle restera en lien avec l'idéologie de Daesh malgré son passage en prison. Hayat, contrairement à Imen, a tenté de trouver un refuge et une protection illusoire auprès d'un homme qu'elle ne connaissait pas, sans avoir réellement besoin de s'affilier à une nouvelle famille. D'ailleurs, elle n'aura pas de mal à réinvestir sa scolarité en obtenant son bac, tout en acceptant de se questionner sur les raisons de sa dérive. Cependant, cette rencontre singulière avec le monde de la pensée radicale et de la toute-puissance a pu apporter à Imen et Hayat des limites et un cadre rassurant contre l'arrivée d'un pubertaire vécu comme une effraction. La question du pubertaire, selon Philippe Gutton, se pose pour ces deux adolescentes, avec l'importance de se couvrir et de cacher les signes d'une sexualité en devenir. Dans cette construction complexe de ce nouveau corps sexuel, impliquant nécessairement la perte définitive du corps d'enfant, Philippe Gutton nous dit, justement, que le pubertaire, c'est Satan. Je le cite, soulignant le caractère menaçant et terrifiant. Cette image prend un sens profond pour notre étude, dans l'idée d'une tentative par ces jeunes filles de se protéger contre une menace venant de l'extérieur, s'incornant sous l'égide de l'Occident. Un monde moderne où la liberté du corps et de la sexualité féminine se développe et où l'émancipation grandissante de la femme sera un terrain de projection favorable au pubertaire vécu comme mauvais. La radicalisation au sens d'une pensée fixe et unique sur la place et la position que doit occuper une femme serait une façon de se défendre contre l'émergence d'un pubertaire trop violent dans une tentative de maîtrise. Par ailleurs, dans ce dépassement de soi, chez Imen et Hayat, nous pouvons entendre également un effacement de soi au sens d'une disparition comme développée par David Le Breton, où il s'agit d'une volonté d'échapper aux exigences sociales. Disparaître, ce n'est pas mourir, mais c'est refuser de participer à la vie de la société, d'en être absent. Je le cite. En refusant les contraintes de l'identité, il cesse de s'inscrire dans une filiation, une histoire. Il glisse symboliquement ou réellement hors de la sociabilité, où des rôles sont assignés avec les responsabilités inhérentes au fait d'être en lien avec les autres. Nous pouvons retrouver dans cette volonté de tout quitter pour un monde idéal, une façon de s'évanouir au monde, pour renaître ailleurs et autrement. Merci.